sommes de retour en direct dans cette édition du 21 mars 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Comme vous le voyez, eh bien désormais, il est l'heure de retrouver Alexandre Varadez et son point macro. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous. Merci, bonjour d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG. Avec vous, on va faire le tour de l'actualité très récente. Inévitablement, on va parler de la Fed. Mais avant de parler de la Fed, à l'instant, il y a quelques minutes, viennent de tomber les PMI pour la France. Ils sont en deçà des attentes du consensus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, Alexandre ? Ce sont des indices d'activité pour la zone euro qui, là aussi, vont dans le sens des propos de Christine Lagarde il y a quelques jours et de ceux des membres de la BCE qui se sont exprimés entre-temps aussi, que le deuxième trimestre, la fin du deuxième trimestre serait le mois approprié pour avoir les premières baisses de taux, mois de juin très probablement. Je ne suis pas convaincu que ce soit des PMI qui soient de même nature dans les mois qui viennent. Je pense qu'on a trouvé le bottom d'activité sur la zone euro, c'est-à-dire le point bas d'activité, et on a des signaux un peu moins mauvais sur la Chine depuis quelques temps, qu'on verra aussi sur les matières premières, on en parlera tout à l'heure, mais disons que ces indices PMI qui sont pas très bons pour la France, c'est-à-dire ce qui est à 45,8 pour l'activité manufacturière, on était à 47 la fois d'avant, la partie service, on est à 47,8, on était à 48, donc c'est toujours des indices d'activité qui montrent une contraction d'activité. Et si on regarde cette semaine également, on a eu des chiffres sur les salaires notamment qui ont progressé donc au quatrième trimestre, donc c'est les chiffres toujours très retardés que nous avons plus de 3 mois après, mais qui montrent quand même que sur la progression des salaires au quatrième trimestre donc de l'année dernière en zone euro, on est retombé sous la barre des 4%, on était même à 3,4% sur la progression, alors qu'au troisième trimestre, on était encore à plus de 5%. Oui, donc toutes ces données sur les salaires, plus des données d'activité qui restent toujours assez mitigées pour la zone euro, avec un peu de mieux quand même, on l'a vu sur les indices IFO ou ZIU sur l'Allemagne, ou la balance commerciale également allemande, ça va un petit peu mieux, mais c'est que ça ouvre quand même la voie à une première baisse de taux de la BCE à la fin du deuxième trimestre, donc au mois de juin. Au mois de juin, du coup, écoutez, on suivra ça attentivement. De toute façon, là, dans moins de 5 minutes seront publiés les PMI allemands. Du coup, je pense qu'on aura peut-être le temps de les commenter. Et puis, un peu plus tard, c'est les PMI en zone euro et cet après-midi, les PMI outre-Atlantique qui sont attendus. Du coup, Alexandre, on va rebondir donc sur l'actualité outre-Atlantique. Hier, inévitablement, c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui était scrutée par toute la sphère financière. Sans surprise, statu quo. Sans surprise, 3 baisses de taux toujours anticipées pour 2024. Est-ce qu'il faut voir autre chose que cela dans le discours de Jérôme Powell ? Alors, je dirais sans surprise, oui et non, parce que on a quand même eu les données qui ont précédé la réunion, des données d'inflation en janvier, en février, des prix à la production aussi, et même les niveaux d'inflation cœur, d'inflation sous-jacente PCE, qu'on a eu en variation mensuelle sur les dernières publications, qui étaient plus importantes que prévu. C'est des éléments qui pouvaient quand même faire un petit peu, je ne dis pas hésiter fortement, mais les 3 baisses de taux, oui, ça s'était acquis. La question, c'est est-ce qu'on allait éventuellement avoir certains, ce qu'on appelle les dot plots, c'est-à-dire les projections des membres de la Fed, des projections individuelles de chaque membre de la Fed pour la vision des taux à fin 2024, à fin 2025 et 2026. Est-ce que, par exemple, pour 2024, nous aurions pu avoir des dot plots un peu moins bas, c'est-à-dire avec un peu moins de baisse de taux embarquées que les projections de décembre? Et ce qu'on a vu hier, c'était quoi? C'est qu'effectivement, pour 2024, il n'y a pas eu de changement. On est toujours à 3 baisses de taux anticipées, mais c'est pour 2025 et 2026 alors vous me direz, c'est lointain, mais ce qui compte, c'est quels sentiments ont les membres de la Fed par rapport à décembre. Et par rapport à décembre, pour 2025, on voit que cette fois-ci, c'est 30 points de base de moins de baisse de taux anticipés par les membres de la Fed. Donc, certains considèrent quand même, probablement dans ces projections-là, que les notions d'inflation sous-jacente qu'on a vu faiblement s'améliorer ces 2 derniers mois, eh bien, c'est effectivement propice à ne pas projeter peut-être trop de baisse de taux, ou en tout cas un peu moins de baisse de taux sur des horizons moyen terme. Donc ça, c'est ce qui ressort, je trouve, de ce communiqué. Et puis, il y a eu ces projections. Les projections, on le disait, donc elles sont améliorées au niveau des perspectives de croissance. Donc, c'est très bien pour le sentiment par rapport à la croissance. Le taux de chômage également, les membres de la Fed pensent que le chômage sera un petit peu plus bas que ce qu'ils ont anticipé en décembre, à la fin de l'année 2024. Donc, on voit quand même, mais par contre, l'inflation PCE a été l'inflation cœur PCE. Les membres de la Fed pensent qu'elle sera plus élevée à fin 2024 que ce qu'ils pensaient lors des projections de décembre. Donc, c'est quand même un tableau, je dirais, qui est toujours favorable pour les questions de croissance et d'emploi, mais dans lesquels on retrouve des projections d'inflation cœur notamment, qui sont un peu plus élevées, et on pense, et les membres de la Fed pensent qu'il y aura un peu moins de baisse de taux nécessaire en 2025. Donc, par rapport à ça, l'intervention de Jérôme Powell qui a suivi, moi je la trouve, et je l'ai commenté hier sur les réseaux, je la trouve assez inappropriée parce que Jérôme Powell nous explique
toutes les réunions que la Fed est data dépendante, donc elle dépend des données économiques, ces mêmes données économiques que nous avons eues depuis 2 mois montrent une vraie résilience dans la partie des services. Lui-même reconnaît qu'il y a une bosse, en fait, hein, mais il ne s'est pas qualifié. Il dit, on observe effectivement que sur le chemin du retour de l'inflation à 2%, il y a une bosse. Et il dit, on ne sait pas à ce stade si c'est plus qu'une bosse, c'est-à-dire effectivement en janvier, février, et puis après, à nouveau des progrès, ou est-ce que c'est plus qu'une bosse, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est un plateau ou éventuellement un petit redémarrage. Et donc, je dirais que par rapport à cette seule incertitude-là, pourquoi a-t-il eu besoin dans la foulée de nous expliquer que la Fed reste confiante sur l'atteinte des objectifs, etc. On ne peut pas dire je suis indépendant et finalement écarter ce qu'il a fait hier d'un revers de la main, les données économiques en disant on reste quand même confiant par rapport à ça, même s'il y a une bosse, on ne sait pas trop ce que c'est, on reste confiant. Le problème de ça, je pense qu'on le voit tous, sauf ceux qui sont évidemment en permanence aussi sur les marchés, mais qui ne font pas le tri sur les datas ou les déclarations, c'est que vous avez du coup des marchés financiers qui considèrent que Jérôme Paul reste accommodant, alors même que les données récentes auraient dû ramener un peu plus d'équilibre dans ses propos par rapport aux futures baisses de taux, peut-être un peu moins d'incertitude, ou plutôt un peu moins de certitude dans ses propos qu'il a pu en avoir hier sur le degré de confiance de la Fed. Non pas qu'il faille renverser la table et que les marchés, que les taux reflambent et que les marchés actions s'écroulent, mais entre donner plus que ce que le marché attend. Hier, le marché était prêt à entendre un Jérôme Powell un peu prudent peut-être sur ces questions d'inflation parce que inflation résiliente. Or, Jérôme Powell, comme il l'a fait en décembre, eh bien, écarte finalement tout risque lié à ces éléments de résilience, alors même qu'on voit les matières premières qui, pendant cela, oui, progressent également, ce qui peut ramener aussi un peu de résilience dans l'inflation. Donc je trouve, comme en décembre, eh bien, que c'est un peu trop du côté dovish en termes de déclaration et qu'il aurait fallu être un peu plus centriste du côté de Powell, parce que ce qu'on voit comme conséquence, c'est quoi? C'est que les marchés actions continuent de monter et que finalement, la volatilité retombe à 13, presque en dessous de 13, ce qui est très peu, je trouve, dans l'environnement actuel et après l'énorme rallye qu'on a connu depuis le mois d'octobre. Oui, vous dites qu'en gros, il est trop conciliant avec les marchés financiers, en fait. En réalité, il va trop dans leur Ouais. sens. Ouais. C'est un peu ça, et c'est pas pour moi, c'est pas son rôle justement. Le rôle, effectivement, c'est de ne pas casser l'économie, l'emploi, et ça, effectivement, on voit bien qu'il y a de la vigilance là-dessus. Mais lui-même, il le dit. Il le dit, le marché de l'emploi reste très bon. On le voit. Il reste résilient. D'ailleurs, la Fed qui relève ses projections de croissance de manière très sensible, hein. Désormais, elle anticipe plus de 2% de croissance pour cette année, alors que les prévisions de décembre ont été à 1,2 ou 1,3 de mémoire, hein. Il faut vérifier, mais en tout cas, elle était largement à moins de 2%. Donc, si on se dit la croissance va être meilleure qu'attendue, le taux de chômage plus faible que ce qu'on pensait, c'est aussi des éléments qui peuvent laisser penser que l'inflation sera plus résiliente que ce qui était anticipé. Et donc, oui, il y a une espèce de désaccord entre ce que la Fed price dans ses projections et le discours qui accompagne ça. Vous voyez, c'est le décalage entre des projections qui, elles, au contraire, font bien ressortir ce que nous, on ressent dans la macro qu'on observe, et un discours de Powell qui est un peu trop conciliant. Et le risque, encore une fois, on le connaît tous, c'est que si à un moment donné, le marché n'entend pas des mots qui le font un peu consolider, qui le font non pas se retourner. Personne ne veut de retournement de marché et d'une chute forte. Mais entre des marchés qui montent de manière linéaire quasiment depuis 5 mois et des marchés qui pourraient faire un peu de consolidation, de range comme ça pendant 2, 3, 4 mois, eh bien, Jérôme Powell a choisi sciemment de pousser en fait les marchés toujours plus haut, toujours plus haut. Et je ne dis pas qu'il le fait parce qu'il veut que le S&P monte, mais il fait quelque chose qui, il le sait, aura des conséquences haussières pour le marché. Et quand un marché a déjà pris, comme le Nasdaq, plus de 30%, le S&P a pris 27% en moins de 5 mois, ça commence à présenter des risques après, futurs, pour la stabilité financière, parce que quand on monte trop, qu'il n'y a pas assez de volatilité, le moindre élément qui va perturber ça, si on a encore pris 20% derrière, eh bien, ce sera des chutes de plus de 20% qu'on aura à nouveau. Et la Fed sera obligée d'intervenir et les conséquences économiques pourraient être plus importantes à ce moment-là. Et le Oui. risque aussi, au-delà de l'aspect marché, on peut dire la Fed n'a pas géré les marchés, on peut quand même dire aussi que le fait de ne pas préparer peut-être les esprits à une inflation plus résiliente, lui-même il dit c'est d'être une bosse ou plus. Donc il devrait dire on a quand même pas mal d'incertitudes, donc on va quand même rester pour l'instant prudent sur les premières bases de taux. Le fait de ne pas le dire, ça veut dire que si effectivement on a encore pendant un mois ou deux des chiffres qui montrent une résilience, ça veut dire qu'il n'aura pas préparé de terrain à ça, il aura caressé le marché et les analystes et les observateurs, les investisseurs dans le sens du poil, et finalement, un chiffre qui serait plus résilient sur l'emploi, sur le taux de chômage, sur les salaires qui reprogresseraient un peu plus fortement, ça le mettrait en défaut, lui, parce qu'il aurait préparé les esprits à des baisses de taux qui peut-être n'arriveraient pas, du coup, là où le marché l'attend, c'est-à-dire plutôt au mois de juin. Donc, je trouve qu'il a
entrouvert la porte à des baisses de taux sans réellement le dire, mais par son discours. Et donc, espérons pour lui que les prochains chiffres d'emploi, d'inflation ou autres, d'inscription hebdo au chômage, eh bien, aillent dans son sens. Sinon, la décision de marché risque d'être assez forte. D'être assez forte, du coup, par la force des choses, qu'est-ce que vous me dites, Alexandre, que vous, personnellement, chez IG, vous anticipez quoi? Deux baisses de taux, en règle générale, deux, trois baisses de trois, ça vous semble beaucoup trop. Du coup, il y a un bruit là qui bruissait la semaine dernière, c'était la question se posait de savoir si la Fed, finalement, pourrait ne pas baisser ses taux en 2024. Pour vous, c'est un scénario improbable. Oui, ça, j'y crois pas trop par contre, parce que même si elle baissait les taux de 25 points de base, par exemple, je sais pas, au mois de juillet, par exemple, fin du mois de juillet, où se trouverait la première réunion du deuxième trimestre, du deuxième semestre, pardon, même si on enlevait 25 points de base, on est monté à 550 points de base, hein, de 0 à 550 points de base en quelques mois, donc en quelques trimestres. Donc si on enlevait 25 points de base à ça, on serait encore au-delà de 5% sur les taux. Donc ça ne changerait pas la face du monde, hein, ça ne rendrait pas la politique moins restrictive. Pour qu'elle commence à devenir moins restrictive, effectivement, il faut 3 à 4 baisses de taux pour que ça commence vraiment à infuser plus fortement sur l'économie. Donc, je dirais que ça n'aurait pas grand impact. Et en plus, comme l'ont dit certains membres de la Fed dans des interventions en dehors des réunions, c'est qu'on peut faire une baisse de taux et laisse passer de plusieurs mois avant la suivante. Donc, moi, je trouve qu'à ce stade, il y a plutôt la place pour deux baisses de taux, je dis par rapport aux données actuelles. Et Oui, la bien sûr. Fed nous le dit aussi, nous le répète à chaque fois, on est data dépendant. Donc, les données économiques que l'on voit actuellement, moi, je les vois plutôt pour deux baisses de taux. Si effectivement, ça se dégrade dans les semaines qui arrivent, oui, il y aura de la place pour trois baisses de taux, peut-être même quatre. Mais à ce stade, la place, elle semble plutôt être là pour deux baisses de taux que trois baisses de taux pleines et entières. Donc, on sent qu'il y a un petit décalage par rapport à la BCE de ce côté-là. La BCE, on sent qu'il y a la place, hein. Et on le voit via les PMI. Regardez actuellement encore les PMI allemands, là, le PMI manufacturier, il est à 41,6, il est à 42,5 la fois d'avant. C'est pas terrible. Ça va mieux sur les services, par contre. On est à 49,8, on est à 48,3, donc ça va un peu mieux. Mais on voit quand même que cette situation en zone euro, elle peut justifier effectivement une première baisse de taux, alors que l'économie américaine a quand même été très résiliente jusqu'à présent. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il va falloir que les chiffres montrent une forme de ralentissement quand même dans les semaines à venir pour que Jérôme Powell et que la Fed puissent commencer à ouvrir la voie d'une baisse de taux. À ce stade, pour moi, les datas qu'on a actuellement, c'est deux baisses de taux, c'est pas trois baisses. Ouais, d'accord, très clair. On attendra donc avec impatience la publication de l'indice PCE. Alors, j'ai pas la date exacte et que je m'en excuse, mais on a celui pour janvier. On attend avec impatience celui de février. En janvier, il était ressorti à 2,4%. Donc, on n'est pas loin des 2%. De la question est de savoir si ça va pas se maintenir à 2,4, 2,5 en fait pendant de longs mois, puisqu'elle semble très structurelle cette inflation quand même. Oui, là, vous citez l'inflation globale, un PCE global, l'inflation cœur, et c'est celle que regarde la Fed, hein, c'est cette inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente, hors alimentation et hors énergie, elle est toujours actuellement dans une zone de 7, de 8. Je ne dis pas que c'est pas bien, il y a des sacrés progrès, on était à plus de 5 hein, sur l'inflation sous-jacente PCE, donc PCE cœur, il y a tous 2 ans, même pas 2 ans. Donc les progrès très significatifs ont été réalisés, mais pas, enfin, si on regarde l'inflation cette fois-ci dans sa globalité, on voit quand même que ce qui a permis, et les membres de la Fed l'ont reconnu aussi, à cette inflation plus globale, hein, pas sous-jacente, mais plus globale de progresser, c'est parce qu'il y a des contributions négatives de l'énergie jusqu'à présent et que l'inflation sur les biens s'est complètement dissipée et qu'il ne reste qu'une inflation dans les services qui persiste. Et c'est ce qui fait que grâce à des apports de l'inflation énergie et biens qui se dissipent, ça permet à l'inflation globale de partir à la baisse. Mais ce qu'on voit sur le marché des matières premières, par exemple, depuis quelques semaines maintenant, eh bien, c'est un rebond du pétrole, rebond du cuivre, rebond de l'ensemble des matières premières. C'est à peu près, si on prend toutes les matières premières confondues en moyenne, énergie, matières premières, les métaux et les matières premières agricoles, on est sur un rebond de 5 à 6 du prix des matières premières en quelques semaines. C'est pas dramatique, mais ce qu'on regarde, c'est les effets de base. Où en sont les prix de l'énergie aujourd'hui, par exemple, le pétrole au niveau où il était il y a 11 mois, 12 mois, par exemple, hein, pour les effets hier to hier. Et on voit quoi? On voit qu'effectivement, la moyenne des prix du pétrole aujourd'hui est plus élevée que la moyenne qu'on avait il y a 12 mois. Donc ça peut laisser entendre qu'on a un peu consommé les effets bénéfiques, les anciens effets de base qui étaient donc baissiers sur le pétrole et qui contribuent à la baisse de l'inflation, et que les prochains effets qu'on aura peut-être sur l'énergie et qui contribuera à l'inflation, contribuera cette fois-ci de manière positive. Et donc, il vaut mieux à ce moment-là que si l'énergie vous ramène un peu d'inflation, que les services en face, eux, continuent de se détendre. Sinon, vous voyez le problème, c'est que si les services ne se détendent pas et que l'inflation de l'énergie ramène 0,1, 0,2 ou 0,3 de contribution à l'inflation, eh bien, c'est que vous avez votre plateau qui persiste, et à ce moment-là, vous êtes pris en défaut parce que vous avez implicitement promis des choses au marché que vous ne pouvez pas tenir, et à ce moment-là, il y aura un stress qui va commencer à apparaître. Donc, je trouve qu'encore une fois, que le message hier de Paul était
comme en décembre, était trop favorable au marché, ne tenait pas assez compte des datas récentes et finalement des promesses à venir, mais qui n'engagent que Powell pour l'instant. Mais le marché y croit et effectivement booste les cours et c'est ce qui fait qu'on a une volatilité qui s'écrase à nouveau depuis quelques heures. Donc, ce que vous nous dites, Alexandre, en gros, globalement, c'est sur les indices actions, les principaux indices actions mondiaux et américains notamment. Du coup, à force des choses, en fait, il serait peut-être bon et juste d'avoir qui consolide un petit peu, en fait, en réalité. Oui, ouais, complètement. C'est mon point de vue, c'est le point de vue que je défends depuis quelques temps. Non pas encore une fois qu'on pense, notamment sur l'Europe, qu'il y ait des menaces particulières à moyen terme, hein. Je pense vraiment, et ça on est bullish sur l'Europe de manière structurelle pour plein d'arguments, les questions de valorisation par rapport au marché américain, les baisses de taux à venir de la Fed, de la BCE, la Chine qui montre quelques signes de stabilisation sur sa dette immobilière, sur les questions de balance commerciale, d'importation un peu plus dynamique, ce genre de choses, donc peut-être une meilleure consommation en face, des Chinois qui ont une mobilité qui s'est améliorée post-Covid. Donc tout ça, et on le voit d'ailleurs, le CAC dans sa contribution dans cette hausse, c'est pas que le luxe qui a contribué, il y a le tourisme loisir, il y a les valeurs industrielles, l'aéronautique, etc., l'auto également. Donc c'est une hausse qui est beaucoup plus élargie en termes de secteur, donc ça c'est plutôt porteur à moyen terme. Mais pour moi, le problème, il n'est pas sur l'Europe, c'est sur les États-Unis qui a un problème. Si on est acheteur, c'est pas un problème, mais si on analyse et qu'on n'est pas dans le sentiment de je ne veux que les marchés ne fassent que monter ou qu'ils ne fassent que baisser, si on analyse de manière objective les datas, on est sur des marchés qui sont chers, 21 fois les bénéfices anticipés, c'est cher d'un point de vue historique, face à des taux qui sont toujours à plus de 4%, c'est assez contradictoire malgré tout d'avoir des marchés qui se payent aussi cher alors qu'il y a des alternatives très rentables en face sur du monétaire ou de l'obligataire long terme, des rendements de plus de 4 voire 5% sur du monétaire. Donc la cherté des marchés actions qui intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles et des baisses de taux qu'on n'a toujours pas sur la table pour l'instant, je trouve que c'est un pari sur les 12 mois à venir de la part des investisseurs qui est de plus en plus, qui va devoir de plus en plus être vérifié, si vous voulez. Et c'est pour ça que, pour moi, 10% de correction sur la partie américaine serait à ce stade complètement justifié. Vous avez pris encore une fois plus de 30% en ligne droite en 5 mois. Rendre 5 à 10%, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un facteur de risque incontrôlable. Avoir un VIX qui, au lieu d'être à 12 ou 13, remonte aux alentours de 20, entre 15 et 20 pendant quelques temps, voire quelques incursions au-dessus de 20, ce n'est pas anormal. Je vous rappelle que dans des années où tout allait à peu près bien sur les marchés, 2013, 2014 ou autres, il y avait de temps en temps sur le VIX des spikes un peu au-delà de 20, 20, 22, et ça retombait à 12. Mais il y avait quand même des incursions au-dessus de 20. Là, ça a complètement disparu. La volatilité était éteinte. Et or, il y a des éléments qui peuvent justifier que la volatilité, et on les a cités, hein, des questions de niveau de taux qui est resté élevé, d'inflation ou autre, qui, selon moi, ne sont pas prises en compte par le marché. Voilà. Un peu trop conciliant et un peu trop aussi conciliant sur des anticipations de résultats qui me semblent de plus en plus délicates dans des secteurs qui sont déjà richement valorisés, comme la tech notamment. Vous dites, Alexandre, qu'en Europe, la hausse est justifiée, la hausse s'est propagée à travers beaucoup plus de secteurs d'activité qu'aux États-Unis. Oui. Du coup, à force des choses, c'est plutôt bénéfique pour les PME en 2024. Oui, c'est bénéfique. Et quand je dis encore une fois que l'Europe est haussière, ça ne me gênerait pas d'avoir un CAC 40 qui revient de faire des pullbacks à 8000 ou 7009. Vous voyez, si les US devaient relâcher un peu par rapport à une suranticipation, l'Europe pourrait aussi accompagner un peu ça par de la consolidation. C'est tout ce que je redoute. Il n'y a pas de risque plus gros que ça. Des retours à 8000 ou un peu en dessous de 8000 ne seraient pas dangereux, ce serait plutôt du buy the dip, vous voyez, dans une stratégie au moyen terme d'achat de creux. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Mais ce serait pas malsain d'avoir un peu ça sur l'Europe quand même. Si on regarde l'aspect après, effectivement, plus mid et small, je trouve que c'est un segment qui a été tellement qui a été rendu tellement peu cher par les événements qu'on a vus depuis 2-3 ans, les problèmes en Chine, les hausses de taux massives, donc qui rendent les structures, les entreprises de taille moyenne ou plus petite, plus en difficulté que les très grosses entreprises qui ont beaucoup de trésorerie, qui ont peut-être moins de besoin de refinancement à court terme ou autre. C'est sûr que ces questions d'ordre monétaire, de coût du crédit, de la liquidité ou autre, impactent plus, et de variation de matières premières aussi, impactent plus les small et mid que les large cap, par exemple. Et justement, comme on voit quand même que sur les questions de taux, par contre, moi, je m'attends à moins de baisse de taux que ce que la Fed promet, mais en revanche, on est quand même au devant d'un cycle de baisse de taux. Donc ça, c'est quand même normalement plutôt favorable pour les small et les mid. Si en plus la Chine et les questions de balance commerciale s'améliorent et que la Chine retrouve un petit peu de dynamique, je ne crois pas à un redémarrage canon, mais une stabilisation et une dynamique voilà, de reprise moyenne, c'est quand même plutôt bon aussi pour les boîtes, notamment exportatrices, dans lesquelles et on trouve pas mal de boîtes de mid-cap exportatrices sur l'Europe, sur le CAC et même sur les États-Unis. Donc je trouve que c'est pas mauvais
pari dans un portefeuille parce que ces valeurs qui sont assez peu chères d'un point de vue historique, elles ont été assez massacrées par les investisseurs depuis 2-3 ans. Elles ont des bons ratios, voilà, à condition de prendre le risque de s'ennuyer un peu dessus, vous voyez, de ne pas espérer que ça fasse 30% en 3 mois. Mais je pense que c'est des points d'entrée qui restent toujours intéressants. Le seul risque qu'il y a, pour moi, il est plutôt côté US, sur les small US ou les mid US, avec la question des banques régionales, l'immobilier commercial. Et ça, on sait que c'est le risque aussi des taux qui restent élevés longtemps, il est là. Il est sur ces banques régionales. On a vu quelques alertes en l'espace de 12, 14 mois aux États-Unis. À chaque fois, ça s'est soldé assez vite par sur les interventions d'autres banques qui rachètent, la Fed qui remet un peu de liquidité, etc. Donc, c'est très bien géré en termes de risque du côté des États-Unis, mais ça n'empêche pas qu'on a, et la Fed le dit elle-même, elle a dit devant le Congrès, d'ailleurs, Paul devant le Congrès, il y a un marché de l'immobilier qui va générer des pertes, un immobilier commercial va générer des pertes et des banques qui vont devoir accuser des pertes. Et la Fed, justement, est en contact, elle le dit, très proche, très régulier, avec ces banques exposées qui ont un gros stock de dettes d'immobilier commercial. Donc, selon moi, le risque, il serait plutôt bancaire, US, banque régionale et immobilier commercial pour les small et les mid, mais pas d'ordre macro global sur l'environnement mondial, les échanges et la croissance mondiale. Ouais, on comprend. Du coup, par la force des choses, si on reste sur cette dynamique de croissance mondiale, d'échanges mondiaux, de flux internationaux, eh ben, il y a un pays auquel on est en train de dire que potentiellement le pire est derrière lui, c'est la Chine. On a l'impression, comme vous le dites, que l'économie repart. Beaucoup de facteurs conjoncturels semblent s'être dissipés pour laisser place à des facteurs structurels peut-être de croissance. Du coup, par la force des choses, est-ce que c'est cette situation-là qui explique les records historiques qu'ont atteint notamment les cours du cuivre récemment? Alors oui, les records historiques, en tout cas, qui ont atteint le CAC et le DAX, ça oui, ça je pense qu'il y a une vraie raison à ça, parce qu'on ne peut pas dire que c'est grâce à l'Europe qui performe. Non, justement, l'Europe a sous-performé, n'a pas une croissance géniale ces derniers temps, donc c'est pas ça qui fait que l'Europe est sur des records. C'est effectivement plutôt la Chine, où on a vu des indices comme le Hang Seng, le CSI 300 ou autres, avec toutes ces mesures qui ont été annoncées sur le second semestre, eh bien ça a commencé à porter un peu ses fruits depuis le début de l'année, où on a vu des rebonds d'indices chinois, et ça, et on le voit, ça a attiré aussi les valeurs du luxe, mais pas que, les valeurs d'industriels, l'aéronautique ou autres, tout ce qu'on vient de citer il y a quelques instants, ça bénéficie à l'Europe. Et vous l'avez dit, alors le cuivre, il n'est pas sur un record historique, mais il a connu une belle performance. Il est repassé au-delà si je ne me trompe pas, de 9 000 $ la tonne, il faut que je revérifie, mais en tout cas, il est sorti par le haut d'une zone qui était assez hésitante, et en même temps que d'autres matières premières, pétrole ou d'autres métaux industriels également. Donc il y a eu un vrai up comme ça sur les matières premières, celles notamment liées à l'activité industrielle, et c'est ça qui laisse penser qu'effectivement, même si la Chine, encore une fois, tout n'est pas rose, les consommateurs, on ne peut pas dire qu'ils soient fringants et qu'ils dépensent à tout va, il y a un petit peu de mieux sur la balance commerciale, notamment au niveau des importations, on a vu, qui sont un petit peu accrues, plus que ce qu'on attendait en tout cas, ce qui peut être un premier petit signe que les boîtes restockent un petit peu pour la consommation à venir, ça, il faut l'espérer. Et voilà, moi, je lis effectivement le rebond des matières premières, plutôt par rapport à ce qu'on commence à avoir un peu de la Chine, et on le disait aussi, la dette immobilière chinoise, la dette à haut rendement, donc, dans laquelle on retrouve les groupes immobiliers chinois, on voit qu'elle a cessé de se dégrader depuis 3-4 mois. C'est-à-dire qu'on avait une dégradation énorme depuis 2021, et ensuite on a une espèce de plateau comme ça assez bas qui se forme depuis deux trimestres à peu près. Donc, c'est pas un redémarrage où ça y est, l'immobilier repart, etc. Mais disons que la fuite, pour l'instant, a été stoppée sur la partie immobilière. Et ça, je pense que comme signal faible, c'est un signal quand même très faible, mais signal quand même, eh bien, ça ne se dégrade plus. Donc, si ça ne se dégrade plus, certains, comme toujours, font tous le pari que ça ira un peu mieux ensuite. Et ça drive aussi un peu le sentiment. Donc, il ne faut pas être non plus trop optimiste. Attention, c'est toujours un peu dangereux sur la Chine. Mais si on cherche des raisons, et des raisons valables, de performance de l'Europe notamment, c'est en partie lié à ce qu'on voit de stabilisation, voire petite amélioration en Chine. Ouais, très clair. Merci beaucoup, Alexandre, parce qu'on ne l'entend pas souvent que les performances européennes sont tirées par les performances chinoises, et le regain d'optimisme à l'endroit de l'économie et des perspectives de croissance chinoise. Je vous remercie beaucoup pour d'avoir dit ça. Du coup, par la force des choses, le cuivre, alors effectivement, c'est un plus haut de 11 mois qui a été atteint récemment. Du coup, le cuivre, il faut le regarder avec attention. Là, ça y est, le train est passé, c'est trop tard, et on regarde le pétrole. Ouais, non, je suis pas sûr justement. Au contraire, ça reste un thème intéressant parce que si vous regardez en gros le comportement du cuivre, il y a eu l'euphorie post-Covid que tout le monde a connu sur les marchés actions aussi. Ensuite, une phase un peu plateau, puis ça retombe assez fort quand il y a des durcissements monétaires qui apparaissent. Donc, tout le monde se dit, bah, ça va ralentir l'économie mondiale, il y aura des récessions parce que l'inflation est trop forte, donc le cuivre se chute complètement. Il rebondit quand la Chine annonce sa réouverture sanitaire et comme les marchés actions l'ont fait également, rebond trop fort qui est corrigé ensuite. Et puis, on était dans une phase un peu hésitante, latérale, pendant pas mal de mois. Et on commence à accélérer un peu par rapport à cette phase. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt le début de quelque chose, même si effectivement, on n'ira pas en ligne droite comme ça, mais
oui, par escalier comme ça, un cuivre qui repartirait avec d'autres métaux industriels. Je pense que c'est quand même pas inintéressant une stratégie, mais je parle vraiment d'une stratégie sur des horizons, par exemple, de 9 à 12 mois, par exemple. Voilà. Là, je pense qu'avoir du cuivre n'est pas inintéressant. Mais à court terme, moi, j'attends, euh, pour des raisons argumentées, hein, des Mmh. respirations sur les marchés actions. Mmh. États-Unis, Europe. Mmh. Et habituellement, quand ces respirations arrivent, généralement, les matières premières peuvent être aussi un peu happées par l'aspect un peu risk-off. Si vous perdez 5 à 10 sur certains marchés actions, il est possible d'avoir un pétrole qui reflue un peu temporairement, un cuivre qui reflue aussi. Ça ne veut pas dire que vous remettez en cause la tendance, mais voilà, c'est un peu le risque que l'on pourra avoir qu'à un moment donné, les matières premières, si les actions doivent corriger un peu, que les matières premières suivent un peu ça. Mais je pense que ce serait du conjoncturel et absolument pas du structurel. Donc, voilà, toute respiration sur le cuivre, je pense qu'elle serait plutôt effectivement achetable, du buy the dip sur le cuivre, plutôt que vendable. Ok, très clair. Donc, ça pourrait constituer des points d'entrée sur le pétrole. Et on va finir avec le pétrole, Alexandre. Du coup, bah, à force des choses, même scénario, c'est-à-dire qu'en gros, ça reste haussier, mais il faut s'attendre à des corrélations peut-être assez importantes avec les évolutions des marchés actions. Vous nous dites Oui. qu'il faudrait qu'ils consolident, que ce serait bénéfique pour tout le monde. Du coup, bah, à force des choses, pareil, le pétrole, bon, il monte, mais attendons-nous à des petits replis sur lesquels on pourrait rentrer, du coup. Oui, voilà, le pétrole, je vois plus de risque de scénario de base, enfin de scénario vendeur où on retomberait à 60 ou 50. Ça, c'est quand effectivement il y avait des gros risques sur la Chine qu'on percevait comme pouvant être des risques systémiques. Si vous voulez. Donc là, on avait évidemment des menaces. On était d'ailleurs retombé assez bas. On avait fait des moins de 70 dollars à un moment donné quand même, hein. Donc il y a quand même eu des pricing déjà par anticipation de mauvaises choses sur la Chine. On l'a expliqué, donc la Chine semble plutôt se stabiliser un petit peu pour l'instant. Donc hein, on ne lit pas l'avenir, mais les datas nous montrent un petit peu de mieux. Donc imaginez qu'un pétrole puisse retomber à 50 ou autre ou à 60, me paraît exagéré. Par contre, je ne vois pas non plus de catalyseur pour le ramener à 110 ou 120, à part des choses géopolitiques. Vous voyez. Donc, on pourrait peut-être s'ennuyer un peu sur le pétrole. C'est-à-dire, on était à 70, on a monté à 82, 83. Peut-être qu'on peut retomber à 75 ou à 70, puis remonter. Vous voyez. Je verrais bien une zone un peu de range. C'est un range très large, donc difficile à exploiter, mais 70, 90, voilà, ça me paraît être une zone assez normale d'évolution du pétrole. Je ne pense pas qu'on puisse aller à 100 ou autre, sauf raison géopolitique. Voilà. Si un simple aspect de demande, de croissance mondiale, de dynamique mondiale, même si ça va un peu mieux sur la Chine, il est quand même possible qu'à terme, dans les 3 à 6 mois qui arrivent, on ait un peu de ralentissement quand même sur l'activité américaine et qui poussera ensuite la Fed à baisser ses taux, mais peut-être pas tout de suite, sur un horizon un peu plus lointain. Donc voilà, ça peut hedger un peu. Si la Chine repart un peu, mais que les US se tassent un petit peu, voilà, c'est là qu'on peut avoir un prix de pétrole qui reste équilibré vers les 80 dollars. Donc je trouve qu'il est à son juste prix. Voilà, 80 dollars, c'est le juste prix par rapport à ce que l'on voit, selon moi en tout cas, des niveaux de croissance mondiale actuels. Et pour être tout à fait précis, Alexandre, quand vous dites 80 dollars, c'est Brent ou WTI? WTI, moi je reste le WTI par rapport à la dynamique américaine. Ok, très clair. Eh ben, écoutez, Alexandre, merci beaucoup pour Avec votre plaisir. temps, vos explications, hein. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG avec nous régulièrement et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une Merci, excellente Antoine. journée, Alexandre, et je vous dis à bientôt. À Nous, de bientôt. notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 21 mars. À tout de suite sur TFI.